cher frère. Ma bien-aimée. Très chers parents. Nous marchons depuis des jours, le ventre presque vide, dans la boue jusqu'aux genoux. Certains ont même perdu leurs chaussures en route et marchent pieds nus. Malgré la nuit épouvantable que nous avons passée sous la pluie, nous acclamons l'empereur de toutes nos forces. Même si nous savons que pour beaucoup d'entre nous, c'est sans doute le dernier jour. Je ne parvenais pas à quitter cet homme des yeux. Il avait pris du poids, sa démarche était lourde, son visage était fermé. Ce n'était plus le général Bonaparte des débuts, mais c'était toujours notre empereur, vainqueur de tant de batailles. Pourtant, cet homme nous entraînait dans sa chute. Comment était-ce possible ? Lundi, 12 juin 1815. Nous quittâmes Paris à la pointe de l'aube. J'allais rejoindre mon armée, 120 000 braves, à la frontière belge. Ensemble, nous allions faire route vers le royaume des Pays-Bas. Nous partions affronter les ennemis coalisés contre l'Empire. Et le premier serait cet Irlandais vaniteux, ce Wellington. Je partais avec la rage de vaincre au ventre. Ce sera ma plus belle campagne, la bataille des batailles, mon chef-d'œuvre. En avril 1814, la France est exsangue. Les campagnes meurtrières de Napoléon ont fait près d'1 million de morts. L'empereur a conquis la plus grande partie de l'Europe dans un véritable bain de sang. La politique étrangère de Napoléon, son ambition était considérée au Royaume-Uni comme une menace directe pour l'économie britannique. Il avait une faim insatiable de conquête et d'extension militaire. C'est quand même un homme que rien n'arrête. Lorsqu'il s'est fixé un objectif, il lui faut l'atteindre dans les plus brefs délais et s'il y a des dégâts, tant pis. C'est aussi un homme qui a un sens de la propagande vraiment remarquable, qui a su se construire, se fabriquer une légende. 11 avril 1814. La légende se fissure. Vaincu par ses ennemis, abandonné par la France, Napoléon est contraint à l'abdication. L'empereur se soumet au Royaume-Uni, à la Prusse, à la Russie et à l'Autriche qui se sont coalisés contre lui. Je n'ai jamais fait de conquête qu'en me défendant. J'étais forcé d'abattre sous peine d'être abattu. Les puissances alliées ont déclaré que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe. On veut que j'abdique. Eh bien, j'abdiquerai. Les puissances européennes victorieuses placent sur le trône de France Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI. Quant à Napoléon, il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. L'aigle a un genou à terre,
mais il n'est pas près de tomber. Je reviendrai combattre ces rois vaniteux jusqu'à ce qu'ils s'inclinent devant l'aigle impérial. Dans le même temps, au Congrès de Vienne, les coalisés tentent de régler le sort des territoires repris à Napoléon. Mais s'ils s'accordent pour ramener la France à ses frontières antérieures, les Alliés s'affrontent sur tout le reste. Les Britanniques voulaient qu'il y ait plus d'équilibre entre les forces européennes. Ils voulaient la paix. Les Prussiens et les Russes voulaient étendre leur territoire, annexer un maximum de provinces. Donc on était sur le point d'entrer en guerre. Pendant que les coalisés se disputent comme des vautours sur un nid d'aigle, ce roi sans âme est incapable de faire l'unanimité de mon peuple. Le vent tourne. Il est temps que l'ancien maître de l'Europe reprenne la place qui lui est due. L'île d'Elbe, rappelons-le, était une sous-préfecture de l'Empire français, c'est-à-dire un endroit petit, 12 à 15 000 habitants. Pas de quoi quand même occuper un souverain qui avait gouverné 44 millions d'individus. Et tout le monde le soupçonne de vouloir, à un moment donné, faire un retour. Il s'est dit que c'était sa chance. C'était un joueur. Il s'est dit, si les Alliés se querellent, je peux alors revenir prendre le pouvoir. Ils ne remarqueront rien. C'était ça son pari. « 26 février 1815. Les craintes des coalisés se confirment. Bonaparte parvient à s'évader de l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan, sur le sol français, avec 1000 hommes à peine. Il lui faudra peu de temps pour étoffer ses troupes. Son but ? Rallier Paris au plus vite et renverser Louis XVIII. Soldats, dans mon exil, j'ai entendu votre voix. Je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls. Votre général appelé au trône par le choix du peuple vous est rendu. Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La grande force qu'a eu Napoléon au moment du retour de l'île d'Elbe, c'est le ralliement de l'armée. En réalité, si l'armée ne s'était pas ralliée à lui, évidemment, il ne serait jamais remonté à Paris. Et donc, c'est ce qui fait que certains historiens, dont je suis, parlent à ce sujet plutôt d'un coup d'État militaire que d'un retour entouré de la ferveur populaire. Guide, à droite! Droite, à l'île Nord! Pierre Lantelme, 44 ans, est originaire de Lyon. Il a servi pendant de longues années comme grenadier dans la garde impériale, l'unité d'élite de Napoléon. Il fait partie des 600 soldats qui ont suivi l'empereur sur l'île d'Elbe. Ma bien-aimée, nous venons de débarquer à Golfe-Juan, sous un soleil de plomb. C'est incroyable. Quand les gens aperçoivent l'empereur, ils courent se jeter à ses pieds. Même les soldats qui devaient nous barrer la route nous ont rejoints. Plus que jamais, nous le suivrons dans son nouveau combat. Vive l'empereur! Vive la France! Il faut s'interroger, pourquoi les soldats aimaient-ils Napoléon? Nombre d'entre eux, en tout cas, pensaient que Napoléon partageait leurs souffrances. Et je crois que c'est important par rapport au lien qu'il a créé entre lui et ses hommes lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe. Et beaucoup de personnes étaient ravies d'à nouveau pouvoir le suivre. Je pense que tout cela signifiait que beaucoup de soldats français ont continué à croire en ses qualités. Mais le retour de Napoléon pose un redoutable dilemme à ses maréchaux, qui ont presque tous rejoint le nouveau roi de France. Que faire? Rester fidèle à Louis XVIII ou rejoindre leur ancien maître? Parmi ceux qui se rallient, il y a le maréchal Ney, un des fidèles de Napoléon qui s'était pourtant retourné contre lui en 1814. Il avait même promis à Louis XVIII de lui ramener Bonaparte dans une cage de fer. Mais, influencé par l'enthousiasme des troupes, il change d'avis et rejoint Napoléon, non sans hésitation. Sire,
Je ne suis pas venu vous joindre par considération ni par attachement pour votre personne. Vous avez été le tyran de ma patrie. Vous avez porté le deuil dans toutes les familles et le désespoir dans plusieurs. Vous avez troublé le monde entier. Jurez-moi, puisque le sort vous ramène, que vous ne vous occuperez plus à l'avenir qu'à réparer les maux que vous avez causés à la France. Jurez-moi que vous ferez le bonheur du peuple. Dans le fond, Napoléon joue son va-tout. En revenant de l'île d'Elbe et en débarquant en France, il faut bien comprendre qu'il n'avait pas tout le peuple français derrière lui, bien loin de là. Il y a évidemment toujours un noyau fidèle de bonapartistes, mais il y a aussi beaucoup d'opposition. « 20 mars 1815. Napoléon entre à Paris. La veille, Louis XVIII s'est enfui à Gand. Le retour de Napoléon est vécu comme une intolérable provocation par les coalisés. Pour en finir une fois pour toutes avec Bonaparte, le gouvernement britannique et le roi des Pays-Bas nomment le duc de Wellington à la tête de leurs troupes stationnées sur le sol belge. Nous sommes les ennemis d'un seul homme, qui s'est servi de son influence sur l'armée française pour renverser le trône du roi Louis XVIII. Il ne s'agit donc pas d'un état de guerre contre la France, mais bien d'une guerre contre Bonaparte et contre son armée. Wellington est ambitieux, il veut atteindre le sommet, il veut être célèbre et riche, et il passera sur n'importe qui pour y arriver. Waterloo, c'était vraiment pour lui la tentative de couronner sa réputation. La réputation de Wellington, qu'il avait et qu'il a toujours, était celle d'un homme froid, distant. Quelqu'un qui réfléchissait à ses manœuvres avec beaucoup d'attention, qui ne prenait pas de risques. Rien d'excitant, rien de la chaleur méditerranéenne qu'avait Napoléon. L'Europe entière se mobilise contre Napoléon. La France est prise dans un étau. Au nord, l'armée anglo-néerlandaise de Wellington et l'armée prussienne du maréchal Blücher. À l'est, Russes, Autrichiens et Piémontais. Au sud, Portugais et Espagnols. Au total, près d'1 million d'hommes qui convergent vers la France. Ce que Napoléon aurait espéré, c'est qu'on le laisse reprendre les rênes de la France, et cela de façon pacifique. Mais les députés britanniques vont voter les crédits de guerre pour, une nouvelle fois, monter une coalition. À partir de ce moment-là, Napoléon n'a pas vraiment le choix. Ou bien c'était repartir en exil, ou bien c'était tenter une dernière chance. James Clements, 34 ans, fait partie du 33e régiment de la brigade Halkett. Il est originaire de Liverpool. Ancien repris de justice, sans emploi, il s'est engagé en 1814 comme fantassin. Il stationne depuis plusieurs mois sur le sol belge. Sur ordre de Wellington, sa brigade se prépare à affronter les troupes de Napoléon. Toutes les classes de la société étaient représentées dans l'armée française, tandis que l'armée britannique rassemblait des groupes sociaux plus vulnérables, qui venaient des couches inférieures de la société et qui avaient pour seul horizon le fait de devenir soldats. Wellington s'en était plaint. Il estimait que la plupart de ses soldats manquaient d'expérience. Peter, mon cher frère, quand tu recevras cette lettre, je serai peut-être mort. Si tu savais comme j'en ai assez de l'armée. La solde est bonne. On est bien nourri. Mais on est épuisé à force de marcher. Et pas question de traîner. Les officiers sont là avec leurs fouets. Vivement qu'on en finisse avec ces maudits Français pour enfin rentrer au pays. La guerre est inévitable. Et le temps joue contre Napoléon. L'empereur constitue son état-major à la hâte. Il nomme entre autres Ney et Grouchy au sein de son commandement. Ces deux maréchaux vont jouer un rôle majeur dans le drame à venir.
propos de la composition de l'état-major de Napoléon, on a pu parler avec raison, je crois, d'une erreur de casting. Mais il faut bien se rendre compte qu'au moment de lancer la campagne de Belgique en 1815, il n'avait plus beaucoup de maréchaux à sa disposition. Le choix de Napoléon était des plus réduits. Lundi, 12 juin 1815. Ma décision est prise. Nous attaquerons par surprise les armées coalisées les plus proches de Paris. Nous affronterons les troupes anglo-néerlandaises de Wellington et l'armée prussienne de Blücher postée en Belgique. Face à l'Europe coalisée, la lutte n'est-elle pas perdue d'avance? L'ennemi est puissant, mais Napoléon est convaincu qu'en allant au-devant de l'adversaire, il peut gagner son pari. Mercredi, 14 juin 1815. L'armée de Napoléon stationne non loin de la frontière belge. Marcel Lanquet, 34 ans, est originaire de Tours. Il sert dans le 8e de ligne, un régiment de l'infanterie française. Mon cher frère, j'aurais dû t'écouter quand j'ai tiré le mauvais numéro. J'aurais dû me faire sauter le pouce ou casser les dents de devant. Je n'aurais pas pu tirer et ne m'aurais pas envoyé au régiment. Si je ne reviens pas, occupe-toi bien de Louise et des enfants. C'était des garçons qui n'avaient pas le choix, qui n'ont pas pu échapper à la conscription, qui se sont retrouvés complètement éloignés de leur famille. Et ce sont des garçons déracinés qui n'ont plus qu'une seule attache, c'est leur régiment, et qui ne voient plus très bien comment mener leur vie autrement qu'en restant dans la solidarité régimentaire. Et puis certains ont pu tout simplement se laisser entraîner par le mouvement bonapartiste. Dans les deux camps, il y a des soldats belges. Côté français, ils sont 2000. Comme Jacques Desmoulins, 24 ans, originaire de Braine-l'Alleud, à quelques kilomètres de Waterloo. Lui aussi est fantassin dans le 8e de ligne depuis 1813, à l'époque où la Belgique faisait encore partie de la France. Chers parents, nous ne sommes pas les seuls Belges à nous réjouir de la fuite du Gros Louis. Tous ceux que j'ai croisés sur la route applaudissent le retour de notre empereur. Je l'ai vu quand il a passé nos troupes en revue. Et je suis prêt à le suivre au bout du monde. Napoléon se prépare à affronter deux redoutables adversaires, le Britannique Wellington et le Feldmaréchal prussien Blücher. Le général Blücher est un septuagénaire prussien, vieux général, donc qui a beaucoup combattu et qui a beaucoup combattu Napoléon. Blücher était un personnage un peu fou, incontrôlable. Il était agressif, c'était un commandant impérieux. On l'appelait le maréchal en avant. Blücher détestait avec passion Napoléon. Il voulait mettre un terme à son régime. Non seulement il veut vaincre Napoléon, mais au fond, un de ses projets, c'est aussi de le capturer et, dit-il à son entourage, de le fusiller sans plus de procès pour en débarrasser le monde. Les forces armées de Wellington et de Blücher sont composées en tout de 215 000 hommes. Avec 120 000 hommes, l'armée de Napoléon est donc inférieure aux forces ennemies réunies, mais supérieure à chacune d'entre elles. L'empereur va donc tenter de garder les armées de Wellington et Blücher séparées pour les battre l'une après l'autre. Un plan risqué qui repose sur la vitesse d'exécution et des victoires sans appel. Nous prendrons les coalisés de vitesse. Si je parviens à anéantir une ou plusieurs de leurs armées, les autres reculeront. Avec de la constance, la victoire sera à nous. Les droits et l'honneur de la patrie seront reconquis.
Son idée n'était probablement pas de vaincre le million d'hommes qu'on allait lui opposer, mais c'était de marquer les esprits, de les frapper en remportant une grande victoire et probablement en prenant Bruxelles. Et puis, sur le plan politique, les provinces belgiques sont considérées, dans l'esprit de Napoléon, comme un territoire français. S'il remportait un grand triomphe, tout d'abord il aurait la Belgique à ses côtés, mais d'autres pays suivraient, et l'Angleterre serait alors prête à négocier. Pour contrer Napoléon, Blücher et Wellington mettent au point une stratégie commune. L'armée du nord de Napoléon était l'armée la plus puissante sur ce champ de bataille. Blücher et Wellington ont réalisé que s'ils voulaient battre Napoléon, ils devraient allier leurs armées au meilleur moment. Au lieu de se replier sur ces lignes de communication, c'est-à-dire les Anglais vers la mer, les Prussiens vers l'Allemagne, on va au contraire essayer toujours de rester proches l'un de l'autre. Ça, c'est l'accord qui est pris, c'est un accord que Napoléon ne connaît pas, et c'est un accord qui, je dirais, compte tenu des lois de la guerre de l'époque, est un accord exceptionnel, nouveau. Jeudi, 15 juin 1815. Bonaparte m'a roulé. Il est entré au royaume des Pays-Bas par Charleroi et non par Mons, comme le laissaient présager nos avant-postes. Que manigance-t-il? Les Britanniques ne savent pas exactement ce que Napoléon prépare. Ils soupçonnent son avancée vers Bruxelles. C'est un peu là la grande qualité de Napoléon. Il pouvait changer d'avis et changer de tactique tout d'un coup sur le champ de bataille et surprendre tout le monde. Et ses adversaires le savaient naturellement. Vendredi, 16 juin 1815. Mon plan se déroule comme prévu. Pour ouvrir la route vers Bruxelles, je charge le maréchal Ney de chasser les Anglais du carrefour des Quatre Bras. Quant à moi, avec le gros de l'armée, je pars affronter les Prussiens qui occupent Ligny. Cette fois, nous y sommes. L'empereur nous dit « Soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir. Mais au bout, la victoire et la gloire seront à nous. » On croyait que ce n'était qu'une arrière-garde, mais c'était toute l'armée ennemie qui était contre nous. Leurs tirs nous ont pris beaucoup de monde. Des dizaines de camarades sont tombés à côté de moi. J'espère ne pas terminer cette guerre en chair à canon. Après une bataille particulièrement sanglante, Napoléon vient à bout des Prussiens qui se retirent vers Wavre. Quant au maréchal Ney, s'il n'a pu écraser les Anglais, il les a assez malmenés pour qu'ils reculent vers Waterloo, au prix de lourdes pertes. Dans l'armée française, les soldats se sont bien comportés. Les chefs, en revanche, n'ont pas toujours été à la hauteur. L'armée française avait encore toute confiance en Napoléon, mais beaucoup moins confiance dans les grands chefs. Les soldats les appelaient les grosses épaulettes. Il faut savoir qu'il y avait toute cette atmosphère de crainte de la trahison présente dans l'armée française à ce moment-là. Le général Drouet d'Erlon, commandant du 1er corps d'armée, fut notamment critiqué pour son attitude lors de la bataille de Ligny. Lorsque Napoléon a besoin de renforts, il appelle à la rescousse Drouet d'Erlon. Mais au même moment, Ney le réclame aux Quatre Bras. Drouet change donc de route, si bien qu'il ne participera à aucune des deux batailles.
À force d'ordre et de contre-ordre, les soldats de ce corps vont passer la journée à marcher d'un champ de bataille à l'autre, si l'on peut dire, sans être employés par personne. Ça montre quand même que le commandement français est assez mal organisé. Le général Drouet d'Erlon aurait-il trahi Napoléon? L'empereur peut-il vraiment faire confiance à ses officiers qui s'étaient ralliés un an plus tôt à Louis XVIII? En ce 16 juin, Napoléon commet lui aussi une faute majeure. Il ne fait pas poursuivre les Prussiens qu'il est convaincu d'avoir anéantis. Grave erreur, car le vieux Blücher n'a pas dit son dernier mot. Napoléon n'organise pas immédiatement cette poursuite et il va laisser une demi-journée d'avance aux troupes prussiennes et cette demi-journée, elle ne sera jamais rattrapée parce que, à certains moments, on ne saura même pas où sont les Prussiens. Ce n'est que le lendemain, samedi 17 juin, que Napoléon se résout à lancer le maréchal Grouchy aux trousses des Prussiens. Mais les ordres ne sont pas très clairs. L'empereur me dit « Mettez-vous à la poursuite des Prussiens, ne les perdez jamais de vue et complétez leur défaite en les attaquant dès que vous les aurez joints. » Je lui fis observer que si les Prussiens avaient continué leur retraite pendant toute la nuit, ils avaient déjà gagné 15 à 16 heures de marche sur nos troupes. Il a envoyé Grouchy avec une armée de 33 000 hommes. Grouchy ne sait pas très bien où il doit aller. Doit-il aller vers Liège, ou Wavre, ou Namur? Et ça a été, je pense, une grosse faute de Napoléon. N'importe quel commandant de troupes pouvait comprendre qu'il fallait essayer de recoller aux Prussiens et de les empêcher de pouvoir rejoindre Wellington, mais les ordres sont venus très tard. Et cela, c'est de la responsabilité de Napoléon. Napoléon croit-il vraiment les Prussiens hors d'état de nuire? C'est ici que se noue le drame de Waterloo. Samedi 17 juin, 7 heures. Le vieux Blücher a reçu une sacrée bonne raclée et se retire sur Wavre. S'il fait retraite, nous devons faire de même. Je vais m'établir à Mont-Saint-Jean. Si j'ai l'espérance d'être soutenu, ne fût-ce que par un seul corps prussien, j'y livrerai bataille à Napoléon. Mais si cet appui doit me manquer, je serai contraint de reculer vers le nord et sacrifier Bruxelles. Wellington s'établit à Mont-Saint-Jean, à un jet de pierre de Waterloo, parce qu'il a visité l'endroit un an plus tôt. Il sait qu'ici, le terrain lui sera favorable pour la bataille défensive qu'il envisage. La chose importante, c'est que là, il y a une pente, et Wellington a la possibilité d'installer son infanterie derrière cette pente. Et ainsi, l'infanterie est protégée du feu de l'adversaire. Ça, c'était un grand avantage tactique. En cette journée du 17 juin, Napoléon pense avoir l'avantage sur Wellington. Il a défait les Prussiens à Ligny. Qu'il batte à présent les armées de Wellington et Bruxelles sera à lui. L'empereur fait donc avancer ses troupes vers Waterloo aussi vite que possible. Nous marchons depuis des jours, avec presque rien dans le ventre et un poids de 25 kilos sur le dos. Il pleut sans arrêt et cette boue dans laquelle on s'enfonce s'accroche à nos semelles et à nos capotes. Certains y ont même perdu leurs souliers, mais nous avançons, avec au cœur la même rage de servir l'empereur. Cette armée française, elle est partie en campagne alors qu'elle n'était pas prête. Certains n'avaient même pas d'armes au départ de la campagne, n'avaient pas d'uniforme. Et donc, évidemment, après 3 jours de campagne, on s'est aperçu qu'on n'avait même pas de quoi nourrir les soldats et nourrir les bêtes. Il était temps
qu'ait lieu la bataille de Waterloo. Pendant que les Français marchent vers eux, les soldats de Wellington gagnent leur bivouac. Les troupes alliées sont composées de soldats britanniques, allemands et hollando-belges. Les Belges sont 5000, comme Louis Mertens, 32 ans, originaire de Charleroi. Il a combattu pour la France jusqu'en 1814. À présent, il est fantassin dans une division hollandaise, la brigade Beiland. Mertens se prépare, bon gré mal gré, à affronter ses anciens compagnons d'armes. Chère mère, après avoir marché des heures dans la boue, nous avons installé notre camp dans un champ de trèfle à Mont-Saint-Jean. Je pense à mes anciens camarades français. Je me demande comment je réagirai demain quand nous serons face à eux. Allons-nous vraiment obéir aux ordres de ces Hollandais? Beaucoup de Belges ne supportent en général que très mal leurs sous-officiers ou leurs officiers hollandais. Et le nombre de désertions était d'ailleurs très impressionnant et faisait peur, bien entendu, aux chefs alliés. Quand on sait cela, on comprend évidemment que Wellington n'ait pas eu une confiance exagérée dans les troupes belges. Napoléon estimait que cette armée de coalition, rassemblant toute une série de nationalités, de troupes, etc., cette armée, il la considérait comme très inférieure. 17 juin 1815, 19h. Napoléon arrive à Mont-Saint-Jean. Les renseignements lui font défaut. Il ne sait pas que les Prussiens se remettent en ordre de marche à quelques kilomètres de lui, à Wavre. Il ignore le dispositif exact de l'armée de Wellington. Mais il est convaincu que le moral des Britanniques est au plus bas et qu'il va les écraser. Sa seule inquiétude, c'est le temps. La pluie et la boue ne vont-elles pas affaiblir la puissance de son attaque? La nuit va tomber. J'ordonne à mes troupes de s'installer pour le bivouac et de prendre du repos. Mes hommes ont marché plus de 30 km en une journée. Ils sont épuisés et affamés. Mais si demain le temps s'améliore, nous viendrons à bout de ces Anglais. Chers parents, vous n'allez pas le croire. Je me trouve à quelques kilomètres à peine de Braine-l'Alleud. J'aimerais tant vous rejoindre au village et vous serrer dans mes bras. Mais d'abord, nous devons nous battre demain contre les Anglais. Ça me fait chaud au cœur de vous savoir si près de moi. Vous me porterez chance. Napoléon établit son quartier général à la ferme du Caillou. Mais sa chambre n'est pas prête. Le temps est tellement épouvantable que son valet a été retardé sur la route avec ses effets personnels. Dans l'attente, l'empereur partage un bref instant avec les soldats de sa garde. Il allait visiter les bivouacs, il s'asseyait au bord du feu de camp et quand les soldats étaient en train de cuire des pommes de terre sous la cendre, il réclamait une pomme de terre. C'est un homme qui a le sens remarquable du contact avec les soldats. Cela a créé véritablement un lien de confiance. Les soldats l'appellent le petit caporal ou le tondu. Et lorsque Napoléon apparaît sur le champ de bataille, les soldats disent immédiatement « le tondu est avec nous, donc ça va marcher ». J'ai mis quelques bottes de paille sous un porche pour que l'empereur puisse se reposer. En 15 ans de service, je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Il a le visage sombre, fatigué, comme absent. Il a vieilli et son état physique est vraiment assez lamentable à Waterloo et ça a pu bien entendu avoir une influence.
Il souffrait d'un cancer de l'estomac ou quelque chose qui, à l'époque, ne pouvait pas être diagnostiqué comme cancer de l'estomac, mais qui avait les mêmes symptômes. Il est toujours aussi intelligent qu'avant, mais tous les témoins s'accordent à dire qu'il est moins énergique et que parfois il est plongé dans une espèce de léthargie. Pendant que Napoléon tente de se reposer, Wellington renforce ses positions. Il faut fortifier davantage les 3 postes situés à l'avant de nos lignes. La ferme d'Hougoumont à gauche, celle de la Haie-Sainte au centre, et la ferme de la Papelotte sur notre droite. Wellington est inquiet. Il n'a aucune nouvelle de Blücher. Depuis son quartier général de Waterloo, le duc va passer la nuit du 17 au 18 juin à échanger des courriers et à discuter avec ses généraux de son plan de bataille. Pendant ce temps, ses troupes bivouaquent sous la pluie. Mais les soldats ont faim. En temps de guerre, les rapines chez les villageois sont courantes. Nous avons de la veine. Les habitants du village voisin ont fui leur maison et nous y avons trouvé de quoi faire du feu malgré la pluie. Portes, volets, tonneaux, chaises, tables, tout ce qui peut brûler y est passé. Donc on est à la veille de la bataille, les troupes ont fait plus ou moins 3 jours de marche, leurs havresacs sont vides, ils n'ont plus rien à manger. Il était obligé de marauder partout, il fouillait tout ce qu'il y avait comme maison, les fermes, il pillait tout, même si c'était interdit, il ne savait pas faire autrement, sinon il ne mangeait rien. On a trouvé un lapin, et un de nos caporaux, qui est garçon boucher, l'a fait cuire. Mais c'était infect. Par manque de sel, il l'avait assaisonné avec de la poudre à fusil. Demain, nous combattrons le ventre vide. Heureusement, il nous reste un peu d'eau de vie. Pendant une campagne, c'est toujours plus compliqué de ravitailler, car les troupes vont plus vite que le ravitaillement. Pendant la bataille à Mont-Saint-Jean, pendant 3 à 4 jours, les soldats avaient des rations, mais ils les avaient déjà consommées depuis longtemps. Et c'est devenu un grand problème pour les 2 camps. Mais je pense que pour le camp de Napoléon, le problème était encore plus important. L'empereur n'aime pas les tentes, leur poids nous ralentit et il ne les trouve pas saines. Mais on a tout de même un lit confortable dans les champs. Dès qu'on se couche, on s'enfonce à mi-corps dans la boue. Avec notre havresac comme oreiller. On n'a rien à envier au duvet le plus fin. Et chaque fois qu'on se retourne, on a l'avantage d'être lavé par la pluie. Dimanche 18 juin 1815, 6 heures du matin. Wellington reçoit enfin un message de Blücher. Le corps de Bülow se mettra en marche à la pointe du jour dans votre direction. Il sera immédiatement suivi par le corps de Pirch. Les 1er et 3e corps se tiendront prêts aussi à se porter vers vous. L'épuisement des troupes ne me permet pas de commencer mon mouvement plus tôt. Dimanche 18 juin, 7 heures du matin. Grouchy, toujours à la poursuite des Prussiens, écrit à Napoléon. Sire, ce soir je serai à Wavre et me trouverai ainsi entre Wellington, que je présume en retraite devant votre Majesté, et l'armée prussienne. J'ai besoin d'instructions sur ce que votre Majesté ordonne que je fasse. Ce rapport décisif est-il parvenu jusqu'à Napoléon? Nul ne le sait. 18 juin, 8 heures. Napoléon déjeune avec ses généraux. Il semble déjà prêt à célébrer la victoire. Mais son chef d'état-major est anxieux.
Il suggère à l'empereur de rappeler les 33 000 hommes du maréchal Grouchy partis à la poursuite des Prussiens. À la surprise générale, Napoléon refuse. Sottise. L'armée prussienne est complètement battue. J'attaquerai l'armée anglaise et je la battrai. L'oligarchie britannique sera renversée. La France va se relever plus glorieuse, plus puissante et plus grande que jamais. Messieurs, si mes ordres sont bien exécutés, nous coucherons ce soir à Bruxelles. Napoléon a l'air très confiant. Et en réalité, déjà s'élève une discussion. Faut-il rappeler le corps du général Grouchy? Faut-il faire marcher toutes les troupes contre Wellington? Et c'est un débat qui a commencé à la ferme du Caillou au matin du 18 juin et qui n'est encore pas terminé aujourd'hui. Dimanche 18 juin, 9h du matin. Les champs et les armes sont détrempés. Nous ne pourrons pas attaquer avant la fin de la matinée. En attendant, mes hommes gagnent leur position. La pluie avait fait du terrain un véritable bourbier qu'il n'était donc pas possible de faire manœuvrer l'artillerie et que sans artillerie, une bataille n'est pas concevable. Et certaines unités n'étaient pas encore prêtes à entrer dans le dispositif de combat. De là où je me trouve, je vois parfaitement le tondu. Il a l'air calme. Nous l'acclamons de toutes nos forces. Les Anglais sont tout près de nous, sûrs qu'ils nous voient et entendent nos cris. C'est un des champs de bataille parmi les plus petits en surface, 4 km sur 4. Une très grande concentration humaine, beaucoup d'artillerie, plusieurs centaines de canons, beaucoup de cavalerie. Et donc c'est après 4 jours de poursuite, de course. Et ce sont des dizaines de kilomètres d'hommes qui sont engagés. 4 jours après donc cette course qu'on se retrouve à Waterloo. Ce sont des hommes qui sont épuisés, qui ont faim, qui ont sommeil, qui sont sales et qui vont se battre comme des lions. 18 juin, 9h30. Wellington achève de positionner ses troupes sur le plateau de Mont-Saint-Jean. J'ai donné la consigne de rester en arrière de la crête, à l'abri des tirs ennemis. Seule la brigade Bylat sera positionnée à l'avant de la ligne de front. Wellington a-t-il voulu sacrifier cette unité pour tendre un piège à Napoléon? Dans les deux camps, les soldats guettent l'ordre d'attaque. Nous sommes à l'avant des lignes, comme si nous servions d'appât pour les Français. L'idée de me battre contre mes anciens frères d'armes me répugne. Je ferai ce qu'il faut, mais pas plus. Pas question de prendre des risques pour le plaisir de cet officier hollandais. 18 juin, 11h. Baïonnette! Non! Ici! Opschouder! Écoute! Vert! Cette fois, ça y est. Nous sommes en plein sous les tirs d'artillerie ennemie. Mes jambes tremblent. Une sueur glacée me coule dans le dos. Je regarde les autres. Combien d'entre nous seront encore vivants ce soir? 18 juin, 11h30. J'ordonne d'attaquer en force la ferme d'Hougoumont.
Cette manœuvre contraindra sûrement Wellington à dégarnir sa ligne de défense. Ce qui aurait dû être une simple attaque de diversion sur le château ferme de Douaumont devient une attaque où les divisions qui sont engagées là attaquent vraiment à fond, sans souci des pertes. Chargez! Donc les pertes vont être terribles, alors que cet endroit n'était pas un objectif en lui-même. Toute la journée, Napoléon va tenter de prendre la ferme d'Hougoumont. Vague après vague, il lance contre elle des milliers de soldats. En vain. Leurs attaques se brisent contre la défense britannique. Comme à son habitude, Napoléon utilise massivement son artillerie pour affaiblir les lignes ennemies. Il sait que ses canons sont redoutés de ses ennemis pour les ravages causés lors de ses précédentes batailles. Il faut savoir qu'un boulet de canon pouvait faire tomber 20 hommes, à peu près. Mais on s'est rendu compte aussi que le souffle du boulet qui passait dans les troupes pouvait provoquer aussi des fractures à distance. Ces blessures, autant les fractures par balle que ces blessures, c'était d'office en général une amputation. Les canons tiraient principalement des boulets en fonte de fer pleins. Donc ce ne sont pas des explosifs, c'est simplement comme au bowling, il faut que le terrain permette d'obtenir les ricochets pour pouvoir abattre un maximum de troupes, casser les jambes des chevaux, etc. Le champ de bataille de Waterloo était boueux. Ce n'était pas idéal pour une attaque d'artillerie. Il est possible que Napoléon ait retardé son attaque ce matin du 18 juin en espérant que le sol sécherait et que ceci permettrait aux boulets de canon de rebondir dans l'armée britannique. Mais le sol ne séchera jamais complètement et les boulets ont un impact limité sur l'ennemi. Napoléon doit donc revoir sa stratégie. « 18 juin, 13h30. Napoléon décide de lancer une attaque générale d'infanterie. 17 000 hommes au total chargés de percer la ligne de défense de Wellington. La première colonne doit prendre la ferme de la Haie-Sainte, occupée par les Alliés. Mais en face, Wellington résiste. Nos hommes se sont barricadés dans la ferme de la Haie-Sainte et se défendent avec bravoure. Je ne cesse d'y envoyer des renforts. Nos points d'appui doivent être tenus coûte que coûte. Wellington tient bon. Mais il devra mobiliser plusieurs milliers d'hommes pour tenir la Haie-Sainte. Pendant ce temps, 3 autres colonnes d'infanterie françaises s'avancent vers la pente et s'en prennent à la brigade Baylant. Rien ne semble pouvoir arrêter les Français. Nous avons reçu l'ordre de ne pas tirer avant qu'ils soient 50 pas de nous. Le combat est très rapproché, c'est très lent aussi. On se voyait et on se tuait face à face, quoi. Le fusil a une distance de plus ou moins 100 mètres et il n'a aucune précision. C'est pour ça qu'on fait des tirs groupés. Ils étaient face à la mort et ils voyaient la personne qui tirait dessus. Les Français sont maintenant à moins de 50 pas. Plusieurs de mes camarades sont pris de panique. Certains tirent quand même, d'autres s'enfuient. Je ferais bien pareil, mais un diable de capitaine me tient à l'œil. Saleté d'Hollandais. En ce qui concerne la brigade Baylant, malheureusement, elle avait été placée avant la pente. Et cette brigade a essuyé des tirs directs de l'artillerie. Elle a dû se retirer pour s'abriter derrière la pente
Et cette retraite ne s'est pas faite de manière ordonnée. On a pris ça comme une fuite vers l'arrière, et pas comme un repli, ce qui n'est pas correct. Après avoir fait reculer la brigade Baylant, les Français continuent leur progression vers la crête. Ils ignorent l'ampleur du dispositif britannique caché derrière le sommet. Seule l'artillerie ennemie située sur la crête est visible depuis les positions françaises. En avant! Marche! La montagne est hérissée de leurs canons. On avance en rang serré, la peur au ventre. Le capitaine nous a donné l'ordre de prendre à la baïonnette tout ce qui pourrait nous résister. Wellington riposte à coups de mitraille. Ce type de charge est composé de balles et d'autres projectiles métalliques, tuant et blessant tout sur son passage. Mes camarades tombent par dizaines, fauchés par la mitraille. Mais rien ne peut nous arrêter. Si l'un tombe, il est directement remplacé par celui qui le suit. Les colonnes d'infanterie françaises bravent les canons alliés et continuent leur progression vers le sommet de la crête. Ma ligne de défense est menacée. J'ordonne une contre-attaque des Scots Greys. Il est impératif que nos cavaliers neutralisent l'avancée ennemie. D'un seul coup, la cavalerie ennemie nous tombe dessus et commence à sabrer. En quelques minutes, notre colonne d'infanterie est décimée. Les dragons écossais traversent le vallon et s'en prennent même à nos canons. La cavalerie anglaise a presque entièrement dispersé l'infanterie française. Napoléon riposte par une contre-attaque. Il jette ses lanciers dans la bataille. Cette charge est payante. Les lanciers français neutralisent les Scott Greys. Le champ de bataille est à présent entièrement recouvert par une fumée dense et âcre. Quand on tire beaucoup, il y a tellement de fumée qu'au bout d'un moment, on ne reconnaît plus personne. Ceci explique pourquoi on cherchait à avoir des couleurs vives avec les uniformes, d'avoir des grands drapeaux, etc., pour pouvoir voir dans cette confusion, repérer où sont nos troupes. Le vacarme est infernal. Au fracas des armes et des canons s'ajoute le bruit des tambours, des fifres et des cornemuses. Dans cette confusion-là, les officiers, pour pouvoir donner les ordres, la voix seule ne suffit pas. Ils sont obligés d'utiliser des instruments qui seront le tambour, la trompette. Et ils ont des rites particuliers à battre, des sonneries particulières qui correspondent à des ordres. Vous imaginez 70 000 tirs de fusils à poudre noire, les vents ne dégagent pas cette fumée, et les Français se demandent où sont les troupes anglaises. Et en face, ils entendent le bruit, ils savent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais ils ne savent pas qui.
Pendant la bataille, les blessés sont acheminés à l'arrière des lignes. À l'époque, les blessures par balles sont très difficiles à soigner. La peur de l'amputation est parfois plus grande que la peur de la mort. Certains récits font état de soldats qui préféreraient mourir que d'être blessés, compte tenu du sort des blessés. Ils ont peur de devenir handicapés, de revenir et d'être inutiles le reste de leur vie. Et donc cette idée de vivre dans la misère, d'être un soldat unijambiste qui fait la manche dans la rue, ça, c'est une image qu'ils craignaient plus que la mort. Passe. L'os est touché. On ampute. Prenez. Couteau. Si. Tenez-le, mon sang. Pour Jacques Desmoulins, la guerre est finie. Il lui reste à gagner le combat contre la gangrène. À ce moment de la journée, la bataille a déjà causé des milliers de morts et de blessés dans les deux camps. Lorsqu'on voit l'horreur des combats, les chevaux qui avaient peur, l'odeur, le bruit, la mort partout, la souffrance. Comment convaincre un homme de s'enrôler, de se lancer dans la bataille, dans des situations impossibles? Ce qui me fascine, c'est l'être humain de l'époque, qui suit tous les commandements qu'on lui donne et qui s'en va en sachant qu'il va mourir, en sachant qu'il va être exterminé. « 18 juin, 15h. Napoléon a essuyé de lourdes pertes. L'attaque de son infanterie s'est soldée par un échec. Les pertes sont lourdes aussi du côté allié. Blücher, quant à lui, a reformé ses troupes à Wavre et marche sur Waterloo. Il espère arriver à temps pour renforcer les armées de Wellington. Dès le début de l'après-midi, des détachements prussiens sont annoncés à proximité du champ de bataille. Napoléon envoie quelques réserves pour les contenir. Mais à ce moment, l'empereur ignore que c'est toute l'armée prussienne qui marche vers lui. Des deux côtés, la transmission des ordres entre les chefs d'armée et leurs subordonnés pose de sérieuses difficultés. Les distances à parcourir par les messagers sont énormes et hautement risquées. Bon nombre de ces estafettes sont ainsi interceptées par l'ennemi. Pire encore, beaucoup de dépêches arrivent avec des ordres dépassés par l'évolution des combats. Le grand drame au moment de la campagne de Belgique, c'est le renseignement, les communications. Tout au long de la campagne, on ne sait pas. On ne sait pas où se trouve l'ennemi, on ne sait pas ce que veut faire l'ennemi, et jusqu'au dernier moment, ni Napoléon ni ses généraux ne sauront exactement où sont les Prussiens. 18 juin, 16h. L'arrivée des avant-postes prussiens contraint Napoléon à frapper un grand coup. Nous devons concentrer plus de moyens pour rompre les lignes ennemies. J'ordonne au maréchal Ney de prendre la ferme de la Haie-Sainte, coûte que coûte. Napoléon espère qu'avec un bon appui d'artillerie,
une partie de sa cavalerie arrivera enfin à prendre la haie Sainte et à percer ainsi le centre des lignes anglaises. Le reste s'engouffrerait alors dans la brèche et balayerait l'ennemi. Mais Ney n'attend pas les canons. Il lance toute sa cavalerie, 10 000 hommes, contre les Britanniques. En voyant les cavaliers français s'élancer, Wellington ordonne immédiatement à ses hommes de se former en carré pour se protéger. Le carré permet de faire feu de tous les côtés et d'opposer aux cavaliers ennemis un redoutable rang de baïonnettes. Il est quasiment impossible de briser un carré sans un appui d'artillerie. Chaque coup de fusil compte. On nous ordonne de viser les groupes, pas les isoler. Notre officier nous dit « Ne tirez pas sur les cavaliers, ils sont cuirassés. Tirez sur les chevaux, ils sont plus faciles à atteindre et leurs cadavres formeront des obstacles. » Le centre de notre carré devient une sorte d'hôpital rempli de cadavres de mourants et de blessés. On résiste comme on peut aux assauts des Français. En face, ce n'est plus qu'une masse informe qui nous attaque. Les hommes et les chevaux sont couverts de sang et de boue. À 7 reprises, Ney et ses cuirassiers chargent les carrés ennemis, sans succès et avec des pertes terribles. On n'a jamais très bien compris ce qui s'était passé dans la tête de Ney à ce moment-là. Lancer une grande attaque de cavalerie sur une position solidement défendue, et cela sans préparation d'artillerie et sans soutien d'infanterie. C'est à peu près la plus grosse bêtise que l'on puisse réaliser. L'analyse du commandement à la bataille de Waterloo tente à dire que Napoléon n'a pas commandé l'armée française à la bataille de Waterloo, qu'en réalité, il a laissé ses subordonnés prendre des décisions, et notamment le maréchal Ney. Et le départ des charges de cavalerie montre bien que Napoléon n'a pas la situation et n'a même pas son armée en main au moment de la bataille de Waterloo. « 18 juin, 17h. Napoléon apprend que l'armée prussienne vient de pénétrer en masse dans le village de Plancenoit, à 3 km du champ de bataille. C'est la stupéfaction. L'empereur y envoie 15 000 hommes pour les arrêter. Trop peu face aux troupes de Blücher. Napoléon est obligé de puiser dans ses réserves pour reprendre le village aux Prussiens. Pendant ce temps, la bataille fait toujours rage sur le front principal. Après d'âpres combats et de nombreuses pertes, Napoléon arrache enfin les postes clés de la ligne ennemie. Les défenses de Wellington s'effondrent. Nous sommes enfin parvenus à prendre la ferme de la haie Sainte. Et la papelotte vient de tomber. La victoire est à portée de main. Nous les tenons. Wellington peine à contenir l'avancée des Français. Il attend toujours les renforts de Blücher. Les Français gagnent du terrain. Notre situation est très critique. Qu'on me donne la nuit, ou Blücher. « 19h. Napoléon a toutes les cartes en main. Il ne lui reste plus qu'à exploiter la situation. Mais l'empereur a essuyé d'énormes pertes. De plus, il est toujours sans nouvelles de Grouchy et de ses 33 000 hommes partis à la poursuite des Prussiens. Grouchy a disparu, à croire qu'un tremblement de terre a englouti son armée. Il n'est plus à Wavre, il n'est pas ici. Où est-il donc passé? A-t-il bien reçu l'ordre de me rejoindre sur le champ de bataille? Il en va de notre sort. Le vrai sujet n'est pas « Grouchy a-t-il reçu l'ordre ?» Le vrai sujet est « Grouchy aurait-il pu
rejoindre le champ de bataille. Or, le champ de bataille était à plusieurs lieues de là. Si Grouchy, en fin de matinée, s'était mis en marche, il serait arrivé sur le champ de bataille de Waterloo au moment où la bataille était quasiment terminée. À court d'effectifs, Napoléon ne dispose plus que d'une seule réserve, sa garde. Il faut lancer nos dernières forces dans la bataille. Qu'on fasse donner la garde, mes braves des braves. Maintenant, il nous faut vaincre ou mourir. La garde impériale, c'est une unité qui a un prestige extraordinaire, qui la plupart du temps ne se battait pas. C'était la réserve ultime, mais quand elle était engagée, elle le faisait à fond. C'était des troupes d'une solidité à toute épreuve. And my sons and such great names as these, but of all the world's great news. Les hommes de la garde impériale montent à l'attaque. Ils marchent vers nous d'un pas régulier, dans un ordre parfait. Avec leurs hauts bonnets en fourrure d'ours, ils ressemblent à des géants. Je m'attends à prendre un bon coup de baïonnette, pourvu qu'il ne soit pas mortel. Nous montons la crête dans une épaisse fumée. Les tirailleurs anglais nous tirent dessus sans arrêt, mais nous continuons d'avancer. Nous arrivons à la hauteur des batteries ennemies. Les Français sont à 40 pas de nos lignes. Ils lâchent une salve, puis reprennent leur marche. Nous ripostons tant bien que mal. Pour combien de temps encore? Malgré de nombreuses pertes, les lignes anglaises résistent aux assauts de la garde. Mes amis tombent à mes côtés. Des camarades blessés se font piétiner par nos hommes et nos chevaux. Partout, la mort frappe. Et je sens que bientôt ce sera mon tour. La situation se dégrade dans les rangs français, lorsque tout à coup, un bruit se répand dans les lignes. Grouchy et ses 33 000 hommes seraient arrivés sur le champ de bataille. À la fin de l'après-midi, la situation de l'armée française est devenue véritablement très tendue. Alors Napoléon va tout simplement faire une manipulation et faire lancer le bruit que ce sont les Français qui arrivent. Il s'agissait à ce moment-là de soutenir le moral à tout prix. 18 juin, 20h. Contre toute attente, ce sont les Prussiens qui envahissent le champ de bataille et déferlent sur les troupes françaises. L'arrivée des hommes de Blücher raffermit la position alliée. Blücher est arrivé à temps, mais il s'en est vraiment fallu de peu. C'est grâce à cela, à ce renfort vraiment presque miraculeux, que les troupes de la garde ne parviennent plus à progresser. Enfin, cette fois nous les tenons. Cet appui providentiel a redonné du courage à tous mes soldats. J'ordonne l'attaque générale.
La victoire change de camp. L'assaut des Alliés fait reculer l'armée française. C'est le sauve qui peut. Seuls quelques grenadiers de la garde résistent. Ils sont prêts à mourir pour protéger la fuite de leur empereur. La garde mort et ne se rend pas! L'image que j'utiliserais pour décrire la bataille de Waterloo serait Napoléon qui quitte le champ de bataille, monte dans sa berline et qui est poursuivi par les Prussiens. Il a abandonné sa berline coûteuse, plus d'1 million de francs, et son bicorne. Il est monté sur un cheval et il a sauvé sa peau. Il est 22 heures quand Wellington rencontre Blücher pour célébrer la victoire. Napoléon fuit vers Charleroi. En perdant la bataille, il perd son pari. Il ne parviendra jamais à briser la coalition qui s'est dressée contre lui. Matin du 19 juin 1815. On s'est levé tôt pour retrouver des camarades parmi les morts et les mourants. Mais on arrive après ces charognards qui dépouillent les cadavres. Les montres et les bourses ont disparu, tout comme les vêtements. Ceux qui sont encore vivants sont achevés sans pitié par les pillards. J'en ai même vu qui arrachaient des dents sur les plus jeunes victimes. Les prothèses se vendent bien, qu'ils disent. La bataille de Waterloo a été une véritable boucherie. 11 000 tués, 35 000 blessés et 10 000 chevaux abattus en une seule journée. Napoléon vient de livrer son ultime bataille. De retour à Paris, l'empereur est contraint d'abdiquer. Quelques jours plus tard, Louis XVIII est rétabli sur le trône par les coalisés. De son côté, Wellington revient chez lui auréolé de gloire. Pour lui aussi, ce sera la dernière bataille. Il se tournera ensuite vers la politique. Napoléon est exilé par les Anglais à Sainte-Hélène. Il y restera prisonnier jusqu'à sa mort. Sur cette petite île perdue en plein océan Atlantique, l'empereur déchu rédige ses mémoires. 2000 pages dans lesquelles il édifie sa propre légende. Il a passé beaucoup de temps, une fois à Sainte-Hélène, à réécrire le passé, et évidemment, il écrit le passé en termes de postérité. Napoléon a cherché à minimiser le rôle que lui-même a joué. Il a voulu montrer que c'était le destin et que c'est pas lui qui a fait des erreurs, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il a fait certaines erreurs. Je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé à Waterloo et il a voulu immédiatement à la fois se l'expliquer à lui-même mais l'expliquer aussi à ses contemporains et il avait essayé de se dédouaner, de fuir ses responsabilités dans la façon dont il a dicté l'histoire de la bataille. Depuis 200 ans, la littérature, la peinture et le cinéma se sont emparés du mythe légué par Napoléon et l'ont sublimé. À tel point que dans l'imaginaire collectif, Napoléon, le vaincu, a presque éclipsé Wellington, le vainqueur. Il y a un sentiment presque de sympathie pour la défaite de Napoléon qui gagne les uns et les autres. C'est presque un personnage shakespearien avec cette fatalité. Il a été trop ambitieux. Ce qui est passionnant aussi, c'est ce que la légende, le romantisme, vous et moi, avons fait de cette bataille de Waterloo, qui n'est plus du tout dans les esprits la bataille telle qu'elle a vraiment eu lieu le 18 juin 1815.
Jacques Desmoulins a succombé à la gangrène le 7 juillet 1815. Louis Mertens est retourné vivre chez sa mère, à Charleroi. Pierre Lantelme a été tué dans le dernier assaut, fidèle à la devise « La garde meurt, mais ne se rend pas ». James Clements a trouvé du travail comme docker au port de Liverpool. Marcel Lanquet est rentré au pays, auprès de sa femme et de ses 2 enfants. En 1857, il fut décoré de la médaille de Sainte-Hélène.